Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour ce nouveau rendez-vous Face à l'Europe, une émission dans laquelle nous recevons les principaux candidats aux élections européennes qui auront lieu, je le rappelle, le dimanche 9 juin. Alors j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Guilhem Ricavi, c'est le directeur éditorial de Var Matin. Bonjour Guilhem. Denis. Notre invité aujourd'hui, Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Manon Aubry, vous êtes aujourd'hui en campagne dans notre région. C'était important pour vous d'y faire étape? Oui, c'était important à pas mal de titres, pour être honnête. D'abord parce que j'ai grandi dans la région, je suis varoise. Je suis née à Fréjus, j'ai grandi à Saint-Raphaël. Je sais peut-être mieux que quiconque à l'échelon national aussi ce qu'est l'extrême droite au pouvoir de manière concrète à Fréjus. Et évidemment, il y a plein de problématiques qui sont propres à la région, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la question du logement et du coût de la vie, on va en parler, la pression du tourisme, notamment sur le logement. Je suis allée aussi à de nombreuses reprises à la frontière entre la France et l'Italie, à Vintimille et à Menton. Donc pour toutes ces raisons, c'était normal pour moi de venir ici, et puis au passage de saluer ma famille et ma mère qui vit à Saint-Raphaël. Alors, justement, Manon Aubry, si on parle du Var, 7 députés sur 8 aujourd'hui sont du Rassemblement national. La ville où vous êtes né, vous nous le rappeliez, est une ville qui est dirigée par le Rassemblement national. Comment vous vivez cette situation et comment vous expliquez que le Var vote majoritairement aujourd'hui pour ce parti ? Je le combats, c'est une évidence, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis engagée en politique quand j'étais déjà au lycée en organisant les premières mobilisations contre le contrat première embauche. Et je pense que c'est un des enjeux de cette élection de déconstruire l'arnaque sociale que représente le Rassemblement national. Le Rassemblement national, il vote systématiquement contre la taxation des superprofits, contre la hausse du salaire minimum, contre des écarts de salaire de 1 à 20 ou en tout cas plus faibles au sein des grandes entreprises multinationales. J'ai pas d'autre mot, le Rassemblement national, ce sont les larbins des grands patrons dont ils défendent avec beaucoup de pugnacité leurs intérêts de la même manière que les macronistes le font. Et puis vous savez, au Parlement européen, la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, c'est un imposteur, un assisté, qui dénonce régulièrement les assistés, puisque en l'espace de 5 ans, il a déposé 21 amendements, quand j'en ai déposé 3500 amendements. Donc pardon, ce n'est pas le parti à la flamme nationale comme ils se prétendent, c'est davantage le parti à la flemme nationale. Et je suis là aussi, et j'assume de combattre avec fermeté, mais avec conviction, sur le terrain aussi des idées, le Rassemblement national. Mais pour autant, Jordan Bardella, il est à plus de 30% dans les sondages. David Rachlin, il a été réélu sans aucune difficulté à Fréjus. Donc ce combat, il ne porte pas ses fruits. Pas encore, et c'est pour ça que je suis là, et je suis la preuve vivante qu'on peut être dans la région et ne pas être d'extrême droite. Mais c'est un combat de longue haleine, vous avez raison, et c'est un combat face auquel il ne faut pas désarmer en allant sur le terrain du Rassemblement national. Et il faut parler spécifiquement, je pense, de la question sociale, de la manière dont ils abandonnent les Françaises et les Français dans la galère, y compris ici dans la région. Quand on a des gens qui galèrent à se loger parce que le prix du logement explose, quand on a des gens qui galèrent à faire leurs courses parce que le prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 20%. Est-ce que le Rassemblement national fait quelque chose pour eux ? Qu'est-ce qu'il propose le Rassemblement national ? Rien. Il s'oppose au blocage des prix des produits de première nécessité. Il défend le marché de l'énergie européen qui fait exploser les factures d'électricité. Voilà le vrai bilan du Rassemblement national, pour peu qu'on parle du fond, ce qui est, je vous l'accorde, une difficulté dans cette campagne, réussir à parler de ces questions de fond, mais c'est pour ça que je suis là à mener campagne. Alors j'ai bien compris, dans le Var, il y a ce combat politique. Il y a aussi d'autres dossiers, justement. Selon vous, quel est le dossier prioritaire dans le Var qui mériterait le soutien, l'aide de l'Europe pour être mené à bien, sur le thème de l'écologie peut-être? Il y a plusieurs enjeux. D'abord, c'est pas uniquement le Var, mais c'est aussi le cas de toute la Côte d'Azur, le réchauffement climatique qui transforme nos sols, notre agriculture, qui menace notre paysannerie. Et le Var en particulier, je pense là plutôt au Var, qui est quand même une terre agricole qui nous rend fiers. Moi, je suis fière de dire que j'ai grandi dans le Var, qui est un terrain agricole, mais qui est menacé aujourd'hui face au réchauffement climatique. De l'autre côté, c'est des sécheresses sans précédent, avec un accès à l'eau qui est rendu de plus en plus difficile. Et de l'autre côté,
des épisodes épisodiques d'inondations, de grêles auxquels on régulièrement fait face les agriculteurs. Donc une des propositions que je porte, c'est une transformation, une adaptation de notre modèle agricole, et pour ça, il faut mettre de l'argent, utiliser à bon escient la politique agricole commune, qui, je le rappelle, est le premier budget européen. Donc c'est une des propositions que je porte. La deuxième proposition peut-être, mais là aussi qui marche, je pense, plutôt pour le sud du Var, donc vraiment sur la Côte d'Azur, là où moi j'ai grandi, de Saint-Tropez jusqu'à Nice, où le coût du logement explose. Moi, je vois des enseignants qui, dans le collège, là où j'ai grandi... Des gens qui travaillent, donc, qui des ont gens un emploi stable. Qui ont un emploi stable, qui a un emploi, et je le regrette, pas le mieux rémunéré du monde, mais des enseignants qui n'arrivent pas à se loger à l'année, qui ont souvent des logements saisonniers qui va de septembre-octobre jusqu'à avril-mai, et après, c'est des logements qui passent en saisonnier super cher à la semaine, et ils n'ont pas les moyens. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, un enseignant ou n'importe lequel des métiers, je prends n'importe quel employé qui a autour de 2 000 € par mois, ce qui est un salaire, c'est le salaire médian en France, c'est pas rien, il n'arrive pas à se loger. Et donc ça pose deux questions. La question de l'encadrement d'Airbnb, que l'on propose à l'échelon européen pour limiter la durée de location possible. Et la deuxième question, celle du logement social, que l'ensemble des communes de la Côte d'Azur, de Fréjus jusqu'à Nice, ne respectent pas, alors qu'il y a un objectif de 25% de logements sociaux. Une ville comme Nice, c'est 14% de logements sociaux, ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont en difficulté n'ont pas les moyens de se payer un logement dans le parc privé et n'ont pas accès au logement social. Et les villes préfèrent payer des millions d'euros de pénalités auprès de l'État plutôt que de permettre juste aux gens de se loger décemment. Donc la question du logement, pour moi, est centrale dans la région. Alors, on vit effectivement une crise de logement sans précédent. Est-ce que pour autant, l'Europe a la capacité d'agir sur ce sujet ? Elle devrait avoir la capacité d'agir. Elle a ouvert une toute petite brèche sur la question de la régulation d'Airbnb, qui est loin d'être suffisante, qui porte essentiellement sur la question de la transparence. Moi, mon objectif, c'est de réguler, mais de réguler comme des villes l'ont fait dans un certain nombre de villes en France. C'est le cas de Nice, notamment. Oui, mais non, alors, dans le cas de Nice, ils avaient d'abord fait en sorte qu'il faille l'autorisation, et puis après, cette disposition a sauté finalement. Et la réalité, c'est qu'à Nice, vous avez plus de 12 000 logements qui sont en Airbnb, qui est peu ou prou le nombre de personnes qui sont en attente de logements sociaux d'ailleurs. Donc, qui est la démonstration de... Vous les voyez, notamment, je pense, dans le Vieux-Nice, où vous avez toutes ces boîtes à clés qui symbolisent les logements Airbnb. Et moi, ma priorité, c'est d'abord que les Niçoises et les Niçois, ils puissent se loger. Évidemment que le tourisme, c'est une manne financière importante pour la région, personne ne peut le nier. Mais je ne le crois pas que ça se fait en chassant les Niçoises et les Niçois de leurs habitations, et y compris du Vieux-Nice, qui, hors saison touristique, vous venez au mois de novembre ou au mois de décembre, ok, on a encore un peu de tourisme dans la région, mais on en a quand même beaucoup moins. Et je pense y compris le tissu social qu'on a dans ce type de quartier. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut bien davantage encadrer Airbnb. C'est, Manon Aubry, votre deuxième campagne des Européennes. Est-ce qu'elle est différente de la première ? C'est une bonne question. Je pense qu'elle est différente à plusieurs égards. Déjà, à titre personnel, elle est différente. Parce qu'en 2019, j'ai été jetée dans le grand bain de la politique. Je ne venais pas de ce milieu. Je travaillais dans le secteur associatif pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale. Tiens, qu'il y a un autre sujet aussi qu'on pourrait développer ici, parce que mon éveil à la question de l'évasion fiscale, il suffit d'aller voir à Cannes ou ailleurs le pays d'immatriculation des yachts géants que vous avez, ou même dans le port de Saint-Tropez. Vous comprenez aussi la difficulté quand vous avez d'un côté des propriétaires de grands yachts qui s'immatriculent dans les paradis fiscaux et ils ne payent pas leur juste part d'impôt, quand de l'autre côté, les gens galèrent à payer leurs impôts. Mais je mets cette question de côté, mais ça me revenait aux autres questions locales. Pour moi, elle est différente, cette campagne, parce que je vous le disais, en 2019, je découvrais, y compris ce qui va avec la violence du monde politique, le côté où il faut toujours être en réaction de tout le temps, etc. Et vous êtes habitué à ça ? Je sais pas si on doit s'habituer, pour être honnête. Je sais pas.
Vous savez, j'avais beaucoup hésité avant de m'engager en 2019 dans la campagne, à la fois parce que je me demandais là où j'étais le plus utile entre le secteur associatif et la politique, et puis j'avais peur de cette violence-là, et à l'époque je m'étais écrit une lettre à moi-même en me promettant de ne pas dépasser un certain nombre de lignes rouges, d'une part, et d'autre part en me rappelant pourquoi j'ai fait ça, et je crois qu'elle a été utile pendant ces 5 ans, parce qu'aujourd'hui encore, je pense que la politique est d'une violence inouïe, mais on n'a pas trouvé d'autres moyens de changer la vie des gens, et donc je m'accroche aux raisons pour lesquelles je me suis engagée. Et puis, pour finir sur votre question, la campagne, elle est aussi différente, parce que tout le monde a compris qu'on est à la fin de l'ère Macron. Il est évident, le président de la République, sauf s'il fait un putsch sur notre Constitution, il ne pourra pas se représenter en 2027. Donc la question qui nous est posée, c'est qui pour construire l'après-Macron et comment on le fait ? Et je pense que cette élection européenne, elle revêt aussi un caractère national en se posant la question de poser les jalons de l'après-Macron. Et moi, je refuse que ce soit l'extrême droite qui ait les mains de l'après-Macron. Et nous devons, nous à gauche, collectivement, poser une alternative d'une planification écologique, d'un meilleur partage des richesses pour montrer qu'il y a un autre chemin qui est possible. Et cette élection, elle servira aussi à ça. Alors, dans la dernière vague du sondage quotidien IFOP fiducial pour Le Figaro, vous occupez désormais la 4e place avec 8,5%. Vous êtes devant les Républicains. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une dynamique autour de votre candidature ? Oui, je crois qu'il y a une légère dynamique, même si je suis évidemment très prudente sur des sondages. À un mois d'une élection, on est encore très loin du scrutin. Les gens commencent à peine à s'intéresser à cette élection. Mais je crois qu'il y a une dynamique qu'on observe à plusieurs niveaux. D'abord, le remplissage de nos meetings. J'ai fait il y a quelques jours un meeting à Grenoble où on était plus de 1000 personnes. On n'avait jamais vu ça, même en temps de campagne présidentielle. On a vu un petit regain aussi d'inscription sur les listes électorales, dont la deadline était le 3 mai dernier. Dans des villes comme Montpellier, où le dernier jour, il y a eu plus de 4000 inscriptions. Et puis ce qu'on sent, c'est aussi une envie d'autre chose. Une envie d'autre chose qui commence à se construire dès le scrutin du 9 juin. Notre enjeu, on ne va pas se cacher, ça va être aussi la mobilisation des jeunes, des quartiers populaires, et à qui j'ai envie de dire, mais ne vous laissez pas voler cette élection. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit ce qu'on a dans notre porte-monnaie, c'est le seul moment où on est tous à égalité, c'est dans l'urne, ça se passe le 9 juin à un tour. Et je pense que l'ampleur et la dynamique de cette campagne peut s'amplifier dans les jours et les semaines qui suivent au fur et à mesure qu'on va se reprocher du scrutin et que l'intérêt pour le scrutin va grandir. Une campagne, c'est un combat politique. C'est qui votre adversaire principal, Manon Aubry ? C'est l'extrême droite et les macronistes. C'est évident. Je vous l'ai dit, l'extrême droite, je pense que c'est une arnaque sociale et qu'ils ne défendent absolument pas les intérêts des gens qui sont en difficulté. Ils ne défendent absolument pas nos industries. Je vous l'ai dit, à Paris, le Rassemblement national, c'est la France aux Français, mais à Bruxelles, c'est la France au marché. Ils se font le relais des lobbies comme McDonald's, ils se font le relais des lobbies aussi pour empêcher davantage de redistribution sociale. Donc, c'est mon adversaire. Mais je n'oublie pas les macronistes qui ont fait tant de mal à notre pays ces dernières années, qui réforment des retraites, après réforme de l'assurance chômage, après hausse du tarif de l'énergie, en fait, prennent à la gorge les gens. Et ce dont on a besoin, et peut-être que ça aurait pu être notre slogan aussi pour le 9 juin, c'est d'avoir un peu d'air. Au sens propre comme figuré, un peu d'air parce que le coût de la vie explose et que le gouvernement préfère faire des cadeaux fiscaux aux plus riches plutôt que d'aider les plus pauvres. Et un peu d'air parce que ce gouvernement est aussi le gouvernement de l'inaction climatique qui a été condamné par l'État pour cela, qui ne respecte pas les objectifs européens en matière d'énergie renouvelable. Et c'est ça qu'on va essayer de faire le 9 juin, se donner un peu d'air. Alors justement, deux adversaires, si je comprends bien, les macronistes et le parti de Jordan Bardella. Et bien justement, le 23 mai, Gabriel Attal va débattre avec Jordan Bardella. Vous serez devant votre télé ce soir-là pour regarder le débat ? J'observe que les macronistes... Alors d'abord, Jordan Bardella, après avoir hésité de débattre, comme la liste macroniste, elle est à la dérive, il est obligé d'entrer en scène. J'observe d'ailleurs que les macronistes ont jusqu'à présent refusé de débattre avec moi. J'ai proposé un débat à Valérie Hayé qui avait dit oui, puis finalement qui a dit non. Manifestement, elle ne se sent pas à l'aise et puis elle envoie Gabriel Attal. Vous savez, ce débat, il servira juste à entretenir une forme
de duel qui n'est en réalité qu'un duo entre les macronistes et l'extrême droite, qui est une forme d'adversaire de complaisance. D'un côté, pour les macronistes, ça permet d'entretenir une fable de c'est nous ou le chaos, alors que moi je pense qu'on est déjà dans une situation chaotique à plein de niveaux, au niveau social comme au niveau climatique. Et puis pour l'extrême droite, ça permet de se présenter comme la seule alternative aux macronistes. Et je pense que ceux qui entretiennent ce duo, en réalité, portent une lourde responsabilité dans le paysage politique actuel qui est le nôtre. Et notre responsabilité à nous, c'est de poser une alternative. Vous ne le regarderez pas, donc, a priori? Je ne sais pas si je le regarderai, je crois que je serai en meeting ce soir-là. C'est le 23 mai, vous avez dit ? Oui. Je serai en meeting à Marseille, donc vous voyez, je reviendrai dans la région. Et je préfère, on sera en meeting dans les quartiers nord de Marseille. Et donc je préfère m'adresser au quartier nord de Marseille plutôt que d'être dans ce faux duo entre les macronistes et l'extrême droite qui en réalité se rejoignent sur beaucoup de choses quand il s'agit d'être contre la taxation des super-profits, contre la hausse du salaire minimum, contre des prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs. Ils sont d'accord, vous aurez les deux faces d'une même pièce à la télé le 23 mai, ou sinon vous avez un meeting à Marseille. C'est pas si loin, les gens pourront venir. Votre colistière Rima Hassan fait naître quasiment une polémique par jour. Est-ce que vous souscrivez à ses propos lorsqu'elle déclare que ce que fait l'État hébreu à la Palestine n'est pas très différent de ce que faisait la France à l'Algérie, ou encore quand elle dit qu'Israël est pire que la Russie en matière de respect du droit international? Vous savez, je vois bien la tentative de pointer du doigt une de mes colistières, qui est d'abord une juriste reconnue en droit international, qui est franco-palestinienne et qui porte ce combat en elle, puisque c'est le combat de son histoire. Et moi, je suis fière que demain, elle puisse être la première franco-palestinienne à siéger au Parlement européen, parce qu'au Parlement européen, nous avons des outils pour agir, pour demander un cessez-le-feu permanent, et c'est d'ailleurs ce que notre Parlement a demandé pour faire suite à un amendement que j'ai déposé. Vous êtes fière de ça, mais est-ce que vous êtes en accord avec ces propos ? Je reviendrai sur ces propos, mais permettez-moi de finir, parce que c'est important de comprendre pourquoi la question palestinienne est aussi au cœur des élections européennes. Parce que le Parlement européen et l'Union européenne devraient et ont le pouvoir, par exemple, de décider d'un embargo sur l'envoi d'armes vers Israël. Il n'est pas normal que la France continue à livrer des armes qui servent à massacrer le peuple palestinien. Il n'est pas normal que l'Union européenne maintienne son accord d'association avec Israël alors qu'elle est le premier partenaire commercial, parce que ce qu'il se passe à Gaza est un massacre sans précédent. Il est mort à Gaza 35 000 civils. Il est mort à Gaza autant d'enfants en l'espace de 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Donc oui, je suis fière d'avoir Rima sur ma liste. Et pour revenir sur ses propos de manière spécifique, quand elle parle, par exemple, de la Russie, ce qu'elle dénonce, c'est le deux poids, deux mesures. Pourquoi la France et l'Union européenne sont capables de décider de sanctions à raison à l'égard du régime russe, sanctions que j'ai votées moi-même au Parlement européen, et qu'elle n'est pas capable de décider de sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou? Il y a des choses qui sont incompréhensibles dans la diplomatie actuelle, et la volonté du gouvernement français et de l'Union européenne de protéger les intérêts d'un gouvernement qui commet un massacre, et de l'autre côté d'acter des sanctions à l'égard du gouvernement de Vladimir Poutine, est insupportable. Et je partage et je rejoins ce combat de ma colistière, même si vous l'avez bien compris, ce n'est pas le seul combat que nous portons dans cette campagne. Bien sûr, sur la France et l'Algérie, vous êtes à l'aise avec ces propos ? Il est clair que la France n'a pas été toujours exemplaire en Algérie. Après, il est évident aussi que tout ne se vaut pas. Mais ça aide à comprendre, quand on remet un peu de perspective historique, et qu'on ne peut pas isoler ce qu'il se passe dans la bande de Gaza, comme si, finalement, on pourrait faire exception quand il s'agit du gouvernement de Benjamin Netanyahou qui commet un massacre, et tout le reste serait complètement ignoré, et ce serait deux choses complètement différentes. Moi, j'assume de dire que nous pouvons et nous devrions agir à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est pas compréhensible, le deux poids, deux mesures. Maintenant, on peut faire toutes les comparaisons historiques que vous voulez. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est comment on agit face au massacre à Gaza. Rima Hassan, toujours elle, refuse d'employer le mot génocide pour évoquer le massacre des Ouïghours. Vous aussi, vous rechignez à utiliser ce mot. Vous avez beaucoup de questions sur Rima Hassan. J'espère que vous en aurez autant sur le reste de mes colistiers, mais je n'ai pas de souci à vous répondre. Elle fait partie de votre liste. Bien vous sûr, nous avez bien dit sûr. que vous en étiez fière. Mais n'hésitez pas à parler aussi d'Anthony Smith, qui est le numéro 4 sur ma liste, et qui est un inspecteur du travail, et qui a croisé le fer notamment avec Elisabeth Borne, qui est, elle, en dernière position sur la liste des macronistes. Si on parle autant d'elle, c'est parce
parce qu'elle fait des déclarations qui effectivement font réagir. Oui, mais parce que vous aimez bien aussi pointer du doigt les voies de la paix, et je le regrette, pour être honnête, parce qu'on voit bien qu'il y a une dérive de plus en plus large dans notre pays quand on a quelqu'un. Et je sais qu'en tant que journaliste, vous êtes attaché à la liberté de la presse et la liberté d'expression. Quand on a Guillaume Meurice, qui est sanctionné à France Inter pour avoir fait une blague, vous pouvez la trouver, y compris pas drôle. À la rigueur, c'est pas la question. C'est la liberté d'expression qui est en cause. Quand vous avez un syndicaliste de la CGT qui est sanctionné pour avoir parlé de Gaza sur un tract, oui, il y a un problème plus large de criminalisation des voies de la paix. Et Rima Hassan fait partie des gens qui sont pointés du doigt. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons dire haut et fort que les voies de la paix doivent être entendues dans notre pays. Et quelles que soient les menaces et les intimidations, ils ne nous feront pas taire. C'est pas un choix de la polémique permanente? Non, c'est pas un choix de la polémique permanente. Vous savez, personne n'a choisi qu'il y ait un massacre dans la bande de Gaza. Et Rima, comme moi, comme nous tous, comme vous aussi, j'imagine, on s'en serait bien passé. Et donc oui, nous avons le courage de dénoncer ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Et je vous l'accorde que ce courage se fait de plus en plus rare. Je le regrette. Mais nous, en tout cas, on nous fera pas taire. On pourra interdire nos meetings si l'on veut. On pourra poursuivre en justice nos colistiers si l'on veut. Mais jamais, jamais, nous n'arrêterons de défendre la paix, de défendre le droit international, de défendre la dignité humaine, parce que c'est ça dont il est question. Quand vous avez des enfants qui se font amputer sans anesthésie, quand vous avez des enfants qui meurent sous les bombes israéliennes, quand vous avez un peuple entier qui est décimé, oui, notre dignité la plus élémentaire doit nous pousser à défendre le strict nécessaire, c'est-à-dire d'utiliser tous nos leviers pour mettre fin à ce massacre. Et nous n'arrêterons pas, même si vous avez bien remarqué que ce n'est pas non plus le seul sujet que l'on évoque dans cette campagne. Alors, toujours sur ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon refusait d'utiliser le terme de terrorisme après les événements du 7 octobre. Il y a une hiérarchie dans l'horreur, du coup Non, il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur. Et vous savez, en droit international, il y a une hiérarchie. Et c'est, pour le coup, précisé en droit. Vous avez une hiérarchie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et nous avons dit depuis le début que, bien sûr, ce sont des actes terroristes ceux commis par le Hamas. Mais une fois que vous avez dit ça, ça ne vous permet pas de les qualifier et de les condamner en droit international. Si vous voulez, comme je le souhaite, et je pense beaucoup de gens le souhaitent, que les auteurs des crimes abjects qui ont été commis le 7 octobre par le Hamas soient condamnés, alors il faut les qualifier dans le langage du droit international. Ce sont d'évidence des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, et je souhaite qu'ils soient poursuivis, que ces auteurs soient poursuivis par la Cour pénale internationale. Une chanteuse israélienne est en finale du concours de l'Eurovision. Est-ce qu'il faut l'exclure du concours ? C'est une question qui est pas simple, pour être honnête. Moi, à titre personnel, j'ai toujours été réservée sur l'assimilation de représentants sportifs, musicaux, culturels à un pays. Moi-même, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, et la question s'est déjà posée dans le passé sur la Russie. Vous savez, les Russes, où ils ont été sous bannière neutre aux Jeux Olympiques. Et même si à la base, moi, je ne suis pas forcément très à l'aise et très confortable sur le fait de sanctionner des artistes ou des sportifs sur la ligne politique de leur pays, il y a une question du deux poids, deux mesures. En 2022, la Russie a été exclue de l'Eurovision pour des raisons qu'on peut tout à fait entendre, c'est-à-dire que la Russie a été est l'objet et coupable de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité en Ukraine. Même si on peut avoir des réserves sur le fait de sanctionner les artistes russes qui probablement n'y sont pour rien dans les choix politiques du gouvernement russe. Et donc, la cohérence impose que l'on applique les mêmes règles aujourd'hui à Israël dans ce concours, dans la mesure où Israël commet à l'heure actuelle des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza, même si on peut regretter que ce soit la culture ou le sport qui en fassent les frais. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Rima Hassan, qui est sur le devant de la scène médiatique, on parle beaucoup d'elle en ce moment. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon, qui est très souvent sur le devant de la scène. Est-ce que vous avez votre place, en fait, sur cette scène, sur le devant de la scène ? Est-ce que parfois, vous ne dites pas que vous n'êtes peut-être pas assez mis au premier plan ? Rassurez-vous, ça va très bien. Je suis celle qui mène avec beaucoup de fierté cette liste.
Je fais des meetings partout en France qui sont bien remplis. Je vous parlais du meeting de Grenoble. Je serai en meeting à Amiens ce lundi avec François Ruffin. Et mon objectif, c'est de réunir toute notre famille politique, à la fois nos responsables politiques, nos figures de la France insoumise, mais bien au-delà, toutes celles et tous ceux qui ont cru au programme de la NUPES, parce que c'est ce que je porte aussi dans cette campagne. La NUPES qui a permis de faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale, qui a fait un pas trop mauvais score, y compris ici à Nice, qui est allé au second tour des élections législatives dans un certain nombre de circonscriptions. Et c'est à tous ces orphelins et ces orphelines de la NUPES que je m'adresse et je leur dis, on est encore là en fait. Et ce programme, on ne le trahit pas, on continuera à le porter jusqu'au 9 juin. Je leur dis, venez nous aider. Et c'est aujourd'hui toute cette diversité, mais en même temps cette unité que j'essaie de porter dans cette campagne. Et je suis très fière de la porter et très fière qu'on parle aussi beaucoup de mes colistières et de mes colistiers, parce que c'est la force d'un scrutin de liste où vous avez différents représentantes et représentants. Cette unité, elle est aux abonnés absents, puisque je le regrette. Vous n'avez pas réussi à défendre jusqu'au bout l'option d'une liste commune. La NUPES, est-ce qu'elle a un avenir après les européennes ? C'est une bonne question. Elle aurait dû, en toute certitude, avoir déjà un présent, c'est-à-dire une liste commune pour les élections européennes. Vous savez, moi, je n'ai eu de cesse que de tendre la main et de proposer une liste commune pour ces élections européennes. J'ai y compris dit que j'étais prête à ne pas être la tête de liste et à ne pas être la tête d'affiche. Vous connaissez beaucoup de responsables politiques qui viennent sur des plateaux et disent « Écoutez, moi, je suis prête à ce qu'il n'y ait pas ma tête sur l'affiche. » C'est pas si fréquent. Et pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce que j'y crois. Je l'ai fait parce que je pense qu'on doit incarner une alternative. Je pense que l'espoir qui est né en 2022, avec la création de la NUPES, avec ce programme de la NUPES, il ne doit pas mourir. Et je regrette que le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, ait fait le choix de tourner le dos à la NUPES, ait fait le choix de se lancer dans une bataille de petits chevaux qui, je pense, est vaine quand, vous l'avez rappelé, l'extrême droite est si haute dans notre pays. Mais je ne me résous pas à ça et je vais continuer dans les semaines et les mois qui viennent à porter le programme de la NUPES. J'ai d'ailleurs, puisque vous parliez de ma liste à l'instant, sur ma liste Damien Carême, député écologiste, qui a mené la bataille, notamment contre le pacte asile-immigration en Europe. J'ai sur ma liste le coordinateur de Génération Arrach Saidi, qui a fait l'accord de la NUPES au moment où il représentait le parti de Benoît Hamon. On a déjà commencé à rassembler tous ces jeunes et ces moins jeunes, mais toutes celles et tous ceux qui ont cru au programme de la NUPES. Et je veux leur dire que non, il n'est pas mort, que non seulement nous allons le porter le 9 juin, mais vous pouvez compter sur moi pour continuer à le porter le 10, le 11, le 12 et tous les jours qui suivront pour tracer l'alternative jusqu'à 2027. On a vu le 1er mai que l'unité de la gauche n'était pas vraiment gagnée. Raphaël Glucksmann, donc la tête de liste PS Place Publique, a dû être exfiltré d'un cortège du 1er mai. Parmi ses agresseurs, il y avait au moins un militant de la France Insoumise qui s'est dénoncé devant les caméras. Est-ce que vous regrettez ces débordements ou est-ce que vous les condamnez ? Bien sûr que je les condamne, ces débordements. Ça n'a jamais été une méthode, la violence, que celle des insoumises et des insoumis. Et je le dis sur cet événement du 1er mai. Il a été revendiqué par qui ? Pas par la France insoumise, par les jeunes communistes. Alors allez demander à monsieur De Fontaine, la tête de liste des communistes, pourquoi les jeunes communistes dans son mouvement ont agi de la sorte. Mais non seulement les insoumises et les insoumis ne sont pas responsables de cet événement, mais en plus nous les condamnons avec beaucoup de fermeté. Vous savez, je regrette que Raphaël Glucksmann ait été peu présent dans les mobilisations sociales ces dernières années, dans les 1er mai, dans les manifestations pour les retraites. Et j'observe qu'à l'occasion de ces élections européennes, c'est assez pratique de pointer le bout de son nez dans les mobilisations sociales. Mais je veux le dire qu'il est le bienvenu. Il est bienvenu cette fois-ci, mais toutes les fois suivantes. Toutes les prochaines fois où il y aura un 1er mai, une mobilisation contre la réforme des retraites, j'espère qu'il sera aussi présent que cette fois-ci où il a voulu l'être. Et en tout cas, il pourra compter sur moi pour faire en sorte qu'il soit bien accueilli dans ces mobilisations, parce que la gauche a intérêt à ce que ces mobilisations soient le plus large possible, y compris avec celles et ceux qui l'ont boudé ces dernières années. Alors, il y a quelques jours, dans une tribune dans le journal Libération, vous avez exhorté les eurodéputés à refuser toute rémunération de la part d'entreprises, de lobbies ou d'États étrangers. Vous pointez du doigt, justement, les droits d'auteur des livres écrits par Raphaël Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon écrit aussi des livres et touche sans doute des droits d'auteur. Est-ce que c'est pas un petit peu malhonnête ou facile comme attaque ? Non, je vous refais l'histoire complète. Qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie d'un constat qui est, à mon sens, choquant pour quiconque qui nous écoute.
Nous avons au Parlement européen un quart des députés, soit un député sur 4, qui touchent des rémunérations annexes, pour un volume total de 8,7 millions d'euros par an, en plus des indemnités d'élus. Donc, indemnités d'élus, qui, soit dit en passant, sont très confortables. Nous, on en reverse une partie en tant qu'élus de la France Insoumise. Et donc, vous avez des élus qui, en plus de leur indemnité, reçoivent de l'argent de rémunération annexe. Et dans ces rémunérations annexes, évidemment, elles ne se valent toutes pas. La question des droits d'auteur est différente de celle de rémunérations annexes qui proviennent de lobbies, d'entreprises ou d'États étrangers. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une proposition très simple, c'est d'interdire l'ensemble de ces rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts. Je m'y engage pour ma liste et l'ensemble des élus qui siégeront à mes côtés. J'observe que je suis la seule à ce jour à m'y être engagée fermement et avoir fait cette proposition au Parlement européen. Donc plutôt que de lancer des vaines polémiques, j'observe que les autres têtes de liste devraient plutôt s'engager sur cette proposition qui est de bon sens. Et je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, si le 9 juin, vous voulez enfin faire le ménage dans les institutions européennes, faire élire des élus incorruptibles, faire primer l'éthique contre le fric, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est glisser un bulletin de la France Insoumise le 9 juin. Alors sur les réseaux, c'est vrai que vous commentez souvent ces sujets-là, vous vous en prenez à ces députés qui s'en mettent plein les poches, je crois que c'est la formule que vous utilisez. Là aussi, c'est pas un peu facile ou populiste cet argument-là? Je vais vous donner plein d'exemples. Vous trouvez ça normal qu'un... tiens, on va prendre un cas assez connu, Rachida Dati, quand elle était députée européenne, elle a touché 900 000 euros de la part de Renault et 800 000 euros de la part de Orange. Vous trouvez ça normal? Eh bien, pas moi. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est légal. La justice s'est intéressée la justice, elle s'est intéressée pour un cas de corruption, mais il est légal à l'origine de recevoir de l'argent d'entreprise. De la même manière, je peux vous prendre un député qui s'appelle Guy Verhofstadt, qui est dans le groupe de Valérie Hayé, la tête de liste macroniste, qui a touché plus de 130 000 euros d'entreprise. Vous trouvez ça normal? Pas moi. Et c'est la raison pour laquelle je veux que ce soit rendu illégal, parce que ça pose une question fondamentale et en même temps vertigineuse. À qui ces élus rendent-ils des comptes? Est-ce qu'ils rendent des comptes à ceux qui les élisent, aux citoyens, ceux qui nous regardent et qui vont glisser un bulletin dans l'urne le 9 juin, ou est-ce qu'ils rendent des comptes à ceux qui les payent? Eh bien, moi, je suis pour qu'ils rendent des comptes uniquement aux citoyens qui les élisent. C'est pour ça que je suis pour interdire cette pratique et que je la porterai demain au Parlement européen. Et j'attends encore que les autres têtes de liste s'engagent sur ce sujet. Alors justement, Valérie Hayé, que vous ciblez également dans cette campagne, se dit consternée et menace de porter plainte pour diffamation. Vous lui dites quoi, Valérie Hayé? Quand ils sont à court d'arguments, ils n'utilisent plus que le terrain judiciaire pour se défendre. Mais sans doute pour masquer leur opposition à cette proposition de bon sens que j'ai faite, d'interdiction des rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts, proposition à laquelle, je rappelle, elle a voté contre, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, à la dernière session plénière du Parlement européen, au mois d'avril. Sans doute aussi pour masquer les pratiques très courantes dans son propre groupe, où un certain nombre de députés reçoivent de l'argent directement de la part d'entreprises. Vous voyez, quand le sage montre la lune, les dieux regardent le doigt, eh bien moi je préfère regarder la lune et essayer de changer ces pratiques. Alors justement, il faut arriver à regarder la lune. Vous condamnez l'opacité des décisions prises à Bruxelles. Que faudrait-il changer pour mettre fin à cette opacité? Tout changer, c'est d'ailleurs le slogan de notre campagne pour les élections européennes, se donner la force de tout changer. Mais la première chose à changer, c'est vraiment la règle d'opacité. Pour bien comprendre la manière dont les négociations se déroulent au Parlement européen, vous imaginez là, on n'est pas filmé, on ferme la porte là-bas, on est chacun un représentant d'un groupe politique et on va discuter de textes qui vont influencer la vie de centaines de millions d'Européens. Ni les journalistes, vous en tant que journalistes, ni les citoyens, ni les ONG, ni les associations n'ont accès à ces négociations. Et vous savez, les lobbies, les ingérences étrangères, c'est comme des vampires, ils détestent la lumière. Donc le premier truc à faire, c'est braquer un immense faisceau de lumière sur ces négociations, c'est sortir de la culture de l'opacité. Et là aussi, je suis la seule à le proposer. Et je me souviens, quand j'avais voulu changer les règles au Parlement européen, il y a un député qui m'avait dit « Mais tu sais, Manon, ça s'est toujours fait comme ça. » Et alors ? Il est temps que ça change. Il est temps de mettre fin à cette culture de l'opacité. Il est temps d'obliger de la transparence des origines, de l'origine des amendements. Il est temps d'interdire les rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts. On en parlait à l'instant. Il est temps aussi d'assurer une période de carence pour éviter les allers-retours entre je deviens député, puis je deviens fonctionnaire européen, puis je travaille pour une entreprise et je mets à profit les contacts que je me suis fait en tant que fonctionnaire et je sers
les intérêts finalement des entreprises à travers le mandat que j'ai eu et inversement. C'est ce type de pratique de pantouflage aussi qu'il faut mettre un terme. Mais pour ça, il faut réussir à changer complètement la logique des institutions européennes. Et malheureusement, moi, j'ai été très marquée dans ce mandat au Parlement européen. Vous savez, on a eu le plus gros scandale de corruption de l'histoire des institutions européennes qui s'est appelé le Qatargate. Une vice-présidente, notamment socialiste du Parlement européen, qui a été prise la main dans le sac avec des centaines de milliers d'euros qui provenaient du Qatar. Et à la suite de ça, tous les députés au Parlement européen sont venus la main sur le cœur, dire plus rien ne sera jamais comme avant. Et devinez quoi ? Tout est absolument comme avant, parce qu'une fois qu'il a fallu changer les règles, il n'y avait plus personne. Donc il est temps de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, et si l'on veut rétablir de la confiance entre les citoyens et la démocratie, alors il faut faire le ménage, faire primer l'éthique contre le fric, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette question au cœur de cette campagne pour les élections. Vous dénoncez des politiques européennes d'austérité, qu'est-ce que vous visez précisément ? Je vise la plus grande cure d'austérité qui se prépare face à nous, pour bien comprendre ce dont il s'agit. Les règles budgétaires européennes ont été suspendues depuis la crise du Covid, notamment parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte que ça nous amenait droit dans le mur. Eh bien, ces règles budgétaires, elles viennent d'être révisées et elles prévoient la plus grande cure d'austérité que notre continent n'ait jamais vue. Et c'est pour ça que je veux lancer solennellement l'alerte, qui vont avoir des répercussions sur les Françaises et les Français. Ça veut dire concrètement que le gouvernement français va devoir faire entre 20 et 30 milliards d'euros d'économies par an. Et vous le voyez, c'est déjà ce qu'a annoncé Bruno Le Maire cette année, où il s'est lancé dans une forme de concours Lépine des pires idées pour faire la poche des Français. Le lundi, c'est la réforme de l'assurance chômage pour faire la poche des chômeurs. Le mardi, c'est le gel des pensions de retraite pour faire la poche des retraités. Le mercredi, c'est l'augmentation du reste à charge sur les médicaments pour faire la poche des malades. Et je pourrais finir une liste qui est bien longue. C'est la raison pour laquelle moi, je préside au Parlement européen le seul groupe qui s'est opposé fermement à ces politiques d'austérité qui, je le regrette, ont été coécrites par les socialistes, les macronistes et la droite ensemble. C'est pour ça qu'il faut en finir avec ce système de cogestion des institutions européennes géré par ces trois groupes politiques et qu'il faut faire du 9 juin prochain un grand référendum contre cette cure d'austérité. Si vous voulez sauver nos hôpitaux, nos écoles, notre protection sociale, alors il faut voter pour celles et ceux qui s'opposent à ces politiques d'austérité. Et je termine d'un mot. On parlait, puisque vous êtes varois, les urgences de Draguignan qui ont fermé la nuit. Il y a une formidable bataille des usagers et des dracés noirs. C'est le cas aussi du côté de Saint-Tropez et de Gassin. Hein. Exactement. Et qui, du coup, engorge l'hôpital de Fréjus, qui est déjà lui-même bien engorgé. Une situation qui s'empire encore pendant les périodes de grand afflux touristique. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire des économies sur nos vies, parce qu'ils veulent faire des économies sur l'hôpital. Eh bien, moi, je ne transige pas. Je suis en faveur que l'hôpital et les urgences de Draguignan puissent être ouvertes du matin au soir, et y compris la nuit, parce que vous ne choisissez pas l'heure à laquelle vous avez un accident. Mais pour ça, il faut en finir avec les politiques d'austérité. Combat donc sur l'hôpital, on le comprend bien, et on voit votre position sur le sujet. Parmi les 485 mesures de votre programme... C'est super chouette, vous les avez regardées. Toutes. Il y a un volet quand même sur la question de l'environnement et de l'écologie. Vous annoncez la neutralité carbone pour 2040, alors que tout le monde s'était dit, bon, on fera ça en 2050. Bon, quand on regarde le calendrier, ça veut dire que c'est dans 16 ans là, ce que vous proposez. Comment on fait pour, en si peu de temps, infléchir des actions qui tardent à se mettre en place? D'abord, pourquoi c'est nécessaire de le faire ? Si on n'enclenche pas une bifurcation écologique où on change complètement de braquet, là, dès cette année, alors on sera condamné à subir bien davantage encore les effets du réchauffement climatique. Et on le sait particulièrement ici dans la région. Je veux dire, on a quasiment l'été toute l'année maintenant, une dérégulation complète de la météo pour nos milieux agricoles, pour la biodiversité aussi, en mer Méditerranée, on l'a vu, parce que l'eau est trop chaude, trop tôt, ça a induit à plein de dérèglements, des inondations à répétition. Moi, en venant de Fréjus, le nombre d'inondations qu'on a eu dans la zone, mais il y en a eu aussi dans la vallée de la Vésubie. Tout ça, c'est les effets du réchauffement climatique. Donc, en fait, pour qu'on nous comprenne bien, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc maintenant, j'arrive à votre question sur comment on le fait. C'est clair qu'il va falloir tout changer. Il faut agir à plusieurs niveaux. D'abord, première chose, mettre un terme aux accords de libre-échange. Ça n'a pas qu'une vertu écologique, ça en a une écologique, évidemment. Mettre fin aux accords de libre-échange, ça veut dire arrêter de faire venir du lait de la Nouvelle-Zélande, alors qu'on en produit ici
et qu'en plus on en produit de bonne qualité et en bonne quantité. 2, ça veut dire transformer notre modèle agricole en réorientant les aides de la politique agricole commune pour aider une agriculture plus respectueuse de l'environnement et notamment sortir progressivement des pesticides qui nous empoisonnent la vie. Je rappelle que Emmanuel Macron lui-même s'était engagé à sortir du glyphosate et qu'il ne l'a pas fait. Et puis, 3e niveau, investir massivement dans les énergies renouvelables et dans la rénovation thermique des bâtiments. Énergie renouvelable, je vous le disais, la France désobéit aux objectifs européens en matière d'énergie renouvelable et donc il faut investir massivement. On a du soleil, du vent, on a tout en France et on a les moyens d'avoir du 100% d'énergie renouvelable. Et puis rénovation thermique des logements. Vous voyez l'autre impact des politiques d'austérité, la rénovation thermique des logements, c'est une des premières victimes des coupes budgétaires. 1 milliard d'euros en moins dans la rénovation thermique des bâtiments. Donc on a des bâtiments qui sont des passoires thermiques, on crève de chaud l'été et on crève de froid l'hiver. Et pour ça, il faut investir massivement. Ce sera bon pour le porte-monnaie des Françaises et des Français, mais aussi bon pour l'environnement. Alors ça tombe bien, vous nous parlez, Manon Aubry, des accords de libre-échange dans votre programme, justement, puisqu'on a regardé avec Denis les points que vous proposez. Vous proposez de mettre fin aux accords de libre-échange. Techniquement, on sait que vous n'aurez jamais la majorité pour le faire. Est-ce qu'on peut l'annoncer comme cela, du coup, et en se disant, bah oui, c'est un espoir, mais en même temps, concrètement? Est-ce que vous savez comment sont adoptés les accords de libre-échange au niveau européen? Dites-moi. Il faut l'unanimité des États membres. Donc il suffit que la France dise non. Par exemple, l'accord de libre-échange avec le Mercosur, donc c'est-à-dire le Brésil et tous les pays alentours, eh bien, il n'y a plus d'accord de libre-échange. Première chose. Deuxième chose, il suffit d'envoyer un maximum de députés insoumis au Parlement européen. Parce que non seulement il faut l'unanimité des États membres, mais il faut le vote du Parlement européen. Et si demain, eh bien, on envoie non pas le nombre actuel de députés que nous avons au Parlement européen, mais 2 fois plus, 3 fois plus, alors vous pouvez être sûr que vous aurez une opposition ferme et résolue. C'est vrai, là où vous avez raison, c'est que l'ensemble des autres groupes politiques, des Verts jusqu'à l'extrême droite, soutiennent majoritairement la plupart des accords de libre-échange et que nous faisons exception et que le groupe que je préside est le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. C'est une bataille à mener, mais quand on nous parle de protectionnisme, de protéger nos agriculteurs, de répondre légitimement à la colère agricole, de protéger notre industrie, pardon, il faut être cohérent, il faut arrêter de faire venir des haricots verts du Kenya, du lait de la Nouvelle-Zélande et de la viande du Brésil, alors qu'on sait en produire. Même pas dans toute l'Europe, dans la région ici. Vous prenez la région, juste la Côte d'Azur, tous les produits que je viens de citer, on sait les produire. Alors pourquoi on irait les chercher à l'autre bout du monde? Ça n'a aucun sens écologique, aucun sens social, aucun sens sanitaire. Parce que je rappelle que dans ces pays-là, il y a des pesticides qui sont autorisés là-bas et interdits ici. Donc moi, je suis pour protéger notre santé, nos agriculteurs, nos industries et la planète. Et en mettant fin aux accords de libre-échange, on fait tout ça, ce serait dommage de s'en priver. Donc on parle d'Europe. Aux portes de l'Europe, il y a l'Ukraine. L'Ukraine, vous nous dites que vous êtes prête à soutenir ce pays-là sans engagement militaire, hein, si j'ai bien compris. Pas tout à fait, mais je vais préciser. Et vous fermez la porte à une adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Alors pourquoi, justement, sur ces deux sujets? D'abord, évidemment, qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine, soutenir financièrement, soutenir logistiquement, y compris soutenir militairement. Je ne suis pas opposée à l'envoi d'armes en Ukraine, notamment pour pouvoir se défendre. Mais pas à l'envoi de militaires français? Ah non, pas l'envoi de troupes. Enfin, si vous mettez des troupes françaises à combattre aux côtés des Ukrainiens face à la Russie, qu'est-ce que vous faites? C'est un affrontement entre 2 puissances nucléaires, entre la France et la Russie. Et vous redoutez une escalade? Mais oui, je donne pas cher de l'avenir du monde. Même pendant la guerre froide, on a réussi à éviter l'affrontement de 2 puissances nucléaires. Donc oui, il faut aider l'Ukraine, financièrement, logistiquement, militairement. Et vous avez vu, pas besoin d'être dans l'Union européenne pour cela, puisqu'on a voté pas plus tard qu'il y a quelques semaines au Parlement européen 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Et je les ai votés, évidemment, bien volontiers. Par contre, la question de l'adhésion à l'Union européenne est une autre question. D'abord, on n'aide pas l'Ukraine en affaiblissant l'agriculture ou l'industrie française et européenne. Je m'explique. En Ukraine, le salaire minimum est de moins de 200 € par mois. En Ukraine, le kilo de production de poulet est de 3 € par kilo quand il est de 7 € en France, par exemple. Donc ça produira une concurrence déloyale qui sera insupportable pour nos agriculteurs et nos industries. Et c'est ne tirer aucune leçon du précédent élargissement de l'Union européenne, où après avoir élargi à des pays comme la Roumanie, la Pologne, etc., la moitié des usines qui ont fermé en France
ont été délocalisés au sein même de l'Union européenne parce que l'Union européenne a failli sur un de ses principaux objectifs, qui est l'harmonisation en matière sociale, fiscale et environnementale. Et moi, c'est le préalable que je pose avant l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. J'y suis pas hostile à terme, mais il faut d'abord une harmonisation sociale, fiscale et environnementale préalable, et on en est très très loin. Manon Aubry, la flamme olympique est arrivée à Marseille mercredi. Elle était à côté de chez vous ce matin à Saint-Raphaël. Est-ce que vous êtes fiers de ces JO, de cette ferveur, de cette forme de France heureuse autour de l'arrivée de la flamme olympique ? Je vais vous dire, de manière très honnête, j'ai le cœur qui balance. D'un côté, mon âme de sportive, puisque j'ai été moi-même en sport-études, j'ai fait de la natation quand j'étais jeune tous les jours de ma vie, au Crêpes à Saint-Raphaël. Et évidemment, il y a une espèce d'excitation d'enfant, de voir ce que j'ai vu toute ma vie à la télé. Moi, ma génération a été marquée par la génération Laure Manodou, et de se dire que ça vient dans notre pays. Je pratique le water-polo. Pour tout vous dire, j'irai voir le water-polo dans les épreuves cet été. Donc il y a une forme d'excitation d'enfant qui est un peu douchée, je dirais, par les conditions d'organisation de ces Jeux Olympiques. Et j'ai un peu honte de voir à la fois à quel point ce qui devrait être une fête populaire, du sport pour tous, finalement, est relégué, réservé à une minorité au vu du prix des places. Je veux dire, même le water-polo, qui, j'aime beaucoup mon sport, mais pas le sport le plus populaire, les places sont à 50 €. Donc vous imaginez pour les sports beaucoup plus populaires. Donc JO réservé à une élite. JO qui fait du nettoyage social. On a chassé les SDF de Paris, on a chassé les étudiants de leur résidence Crous, et puis JO aussi qui pose une autre question en matière sociale. Vous avez le prix du ticket de métro qui sera à 4 €, des bénévoles et des volontaires qui ne sont pas payés, quand Tony Estanguet est payé je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros par mois. Donc il y a une difficulté évidente qui est les conditions dans lesquelles on organise ces Jeux Olympiques pour que ce soit ce sport tel que pensé par de Coubertin à l'origine, c'est-à-dire un sport populaire, un sport qui soit destiné au plus grand nombre. Et je regrette que de ce point de vue-là, la France ait failli dans cet objectif, parce que l'enfant qui sommeille en moi reste quand même excité à l'idée de voir la plus grande compétition sportive au monde se dérouler dans notre pays. Merci beaucoup, Manon Aubry. Merci à vous. Merci Guilhem Ricavi, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Donzé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau rendez-vous de Face à l'Europe. Bonne journée et bon week-end à tous.